Bonsoir, bienvenue sur Euronews, ravi de vous retrouver pour ce nouveau quart d'heure d'information. Tout de suite, on regarde les titres de ce mercredi 6 mars. C'est l'image du jour, Carlos Ghosn coiffé d'une casquette et masque sur la bouche qui sort de prison. Une libération sous caution très onéreuse pour l'ancien patron de Renault-Nissan, soupçonné de malversation financière. Quand l'ONU réclame une enquête à la France, dont le viseur du Haut-Commissariat des droits de l'homme, l'usage excessif de la force pendant les manifestations des Gilets jaunes, les explications dans ce journal. En Italie, c'était l'une des promesses électorales phares du mouvement 5 étoiles, abolir la pauvreté. Le pays vient de lancer son revenu universel, une mesure qui devrait coûter plus de 6 milliards d'euros par an. Et puis c'est un carnaval classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il fait scandale à Alost en Belgique. Des chars et des déguisements racistes et antisémites provoquent colère et indignation. Je vous le disais en titre, Carlos Ghosn a quitté sa prison japonaise ce matin. L'ancien PDG de l'alliance Renault-Nissan a dû payer une caution de 8 millions d'euros pour retrouver son domicile de Tokyo, où il sera surveillé jour et nuit. C'est là qu'il va préparer sa défense dans l'attente de son procès. Le point avec Annelise Fantino. C'est l'un des premiers gestes de Carlos Ghosn après être sorti de prison. L'ex-PDG de Renault-Nissan a rendu visite à son avocat. C'est ce ténor du barreau japonais, Junichiro Hironaka, fraîchement recruté pour assurer sa défense, qui a obtenu sa libération sous caution et amorcé un virage stratégique. À Paris, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, a salué la remise en liberté de l'ancien capitaine d'industrie. Et sa libération permettra à Carlos Ghosn de se défendre librement et sereinement. Dans toute cette affaire, depuis le premier jour, j'ai rappelé sans cesse le principe de la présomption d'innocence. Carlos Ghosn a quitté ce mercredi le centre de détention de la capitale japonaise où il a séjourné plus de 3 mois après s'être acquitté d'une caution de 8 millions d'euros. L'ex-dirigeant du constructeur automobile clame son innocence depuis son arrestation en novembre pour abus de confiance et malversation financière. Il doit désormais se conformer à une interdiction de sortie du territoire et s'est engagé à ne pas accéder à Internet, mais peut passer des appels téléphoniques. La justice japonaise espère ainsi éviter la destruction de preuves d'ici son procès. Ce n'est pas la première fois que Paris est critiqué pour la gestion de la crise des Gilets jaunes en ligne de mire. L'usage controversé du lanceur de balles de défense à l'origine de nombreuses blessures. L'ONU réclame une enquête sur l'usage excessif de la force. La réaction de Paris ne s'est pas fait attendre. Les explications de Christophe Garrache. En France, les violences policières dénoncées par les Gilets jaunes et leurs défenseurs n'ont pas laissé insensible la commissaire aux droits de l'homme. Mercredi, au siège de l'ONU à Genève, Michelle Bachelet a demandé des enquêtes approfondies en France contre l'usage excessif de la force. En cause notamment l'utilisation des fameux lanceurs de balles de défense qui auraient fait de très nombreuses victimes ces dernières semaines. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales qui sont actuellement en cours, et nous l'exhortons à mener une enquête approfondie sur tous les cas signalés de recours excessif à la force. Mercredi, le porte-parole du gouvernement a indiqué que près de 160 enquêtes étaient actuellement en cours d'instruction. C'est simplement à l'issue d'une enquête qu'on est en mesure de dire est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements, est-ce qu'il y a des éléments qui doivent bouger, est-ce qu'il y a des failles, et manifestement il y en a eu, qui doivent être désormais combattues, quels sont les moyens qu'il faut y consacrer. Il est très difficile évidemment d'en faire état avant que les faits aient pu être clairement établis par l'enquête à la fois administrative et l'enquête judiciaire. Le porte-parole français s'est néanmoins étonné de voir la France être épinglée au même titre que le Venezuela et Haïti, où des manifestations se sont soldées ces dernières semaines par de très nombreux décès. Mais Paris a promis de prendre en considération les recommandations du Haut-Commissariat aux droits de l'homme. Faute de consensus en Europe, la France prend l'initiative pour taxer les GAFA, ces géants du numérique, accusés de payer moins d'impôts que les entreprises européennes. Une injustice qu'entend réparer le ministre français de l'économie qui a présenté ce matin son projet de loi. Regardez.
Le gouvernement français a dévoilé son projet de loi pour taxer les GAFA. Un projet qui reprend les propositions formulées au niveau européen mais qui n'ont pas fait consensus. Cette taxe de 3% porte sur le chiffre d'affaires des géants du numérique comme Google, Facebook ou encore Amazon. Elle devrait rapporter 4 à 500 millions d'euros à l'État français pour cette année et 650 millions d'ici 2 ans. Personne ne peut accepter que les plus grandes entreprises du numérique au monde payent 14 points d'impôts de moins que les autres entreprises en Europe et ailleurs. 9% d'impôts en moyenne contre 23% pour les autres. Quant à ceux qui disent ça va ostraciser la France par rapport au reste du monde, je rappelle que 23 États sur 27 y sont favorables, que 6 États européens vont le mettre en place et que l'Australie et l'Inde, qui représentent tout de même un certain nombre de consommateurs, ont mis aussi en place une taxation du numérique. Cette taxe va concerner les sites dont le chiffre d'affaires dépasse 750 millions d'euros dans le monde, dont 25 millions en France. Le consensus pour mettre en place une taxe à l'échelle de l'Union a échoué en raison des réticences de l'Irlande, du Danemark, de la Suède et de la Finlande. Paris espère tout de même parvenir à une position européenne commune à défendre au sein de l'OCDE. En Italie, c'est une mesure qui représente plus qu'une bouffée d'oxygène pour des personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Rome lance son revenu universel. Près de 3 millions de personnes sont concernées. Les explications de notre correspondant à Rome, Claudio Lavanga. En Italie, c'est ce mercredi qu'est entré en vigueur le revenu de citoyenneté. C'est la concrétisation d'une des mesures phares du gouvernement populiste, une mesure destinée à la population la plus défavorisée. Cet Italien vient de déposer son dossier. Moi, je suis au chômage depuis 2011 et je n'ai plus de quoi payer toutes les factures, l'eau, le gaz, l'électricité. Ma femme aussi est sans emploi. C'est pour ça qu'on a fait la demande pour ce revenu de citoyenneté. Plusieurs conditions sont nécessaires pour prétendre à cette allocation. Ne pas avoir un patrimoine immobilier d'une valeur supérieure à 3 000 euros, avoir moins de 6 000 euros d'épargne en banque. Il faut aussi être installé en Italie depuis 2 ans pour les Italiens et au moins 10 ans pour les étrangers. Ce revenu de citoyenneté s'élèvera à 780 euros maximum pour un célibataire, 1 300 euros pour une famille. Une somme qui sera versée sur des cartes de paiement électroniques. Par ailleurs, les allocataires chômeurs recevront des offres d'emploi qu'ils ne pourront refuser sous peine de perdre leur allocation. L'idée de ce revenu de citoyenneté a été portée par le mouvement 5 étoiles, rappelle notre correspondant. Le chef de ce mouvement, Luigi Di Maio, assure que cela aidera les chômeurs à retrouver un travail et que cela va relancer la croissance par la demande. Une perspective loin de faire l'unanimité chez les économistes. Le risque, c'est que ces allocations soient distribuées d'ici aux élections européennes sans qu'il y ait de réel contrôle et que cet argent profite à des fraudeurs. Quant au système censé aider les jeunes dans la recherche d'emploi, il est loin d'être au point. D'après les autorités, 5 millions d'Italiens pourraient prétendre à ce revenu de citoyenneté. Le coût pour le budget, 7 milliards d'euros. Des hommes en tenue du Ku Klux Klan aux côtés de marionnettes géantes représentant des juifs au nez crochu. Ce sont quelques-uns des chars qui ont défilé dans les rues d'Alost en Belgique. Un carnaval vieux de 600 ans et qui fait cette année encore polémique. Sandrine Delorme. Indignation, dégoût, colère, ce char de carnaval qui a sillonné les rues d'Alost en Belgique a choqué 74 ans après la Shoah. Reprenant la symbolique anti-juive des années les plus sombres de l'histoire, il caricature des juifs orthodoxes assis sur des sacs d'or. Un antisémitisme flagrant, intolérable. 2 associations juives ont porté plainte. Interpellée, la Commission européenne a condamné cette parade. C'est impensable que de telles parades aient lieu dans les rues européennes. La position de la Commission a été, est et restera toujours très claire. Nous nous opposons fermement à toute forme d'antisémitisme. Les États membres de l'Europe ont récemment réaffirmé cette position dans une déclaration du Conseil spécifiquement sur ce point.
Il y a une montée de l'antisémitisme à travers l'Europe, comme si les citoyens oubliaient leurs leçons d'histoire, perdaient leur humanité. Des synagogues et des cimetières sont profanés quand ce n'est pas plus grave. On pense à la tuerie du musée juif de Bruxelles et au procès en cours de Mehdi Nemmouche. Le mois dernier, plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient défilé dans le centre de Paris pour dire non à cette haine de l'autre. En Algérie, pas de rassemblement ce mercredi pour que le président Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat. Mais la police est toujours déployée à Alger avant une nouvelle journée de mobilisation prévue vendredi. Depuis le début de la contestation, Paris se garde bien de prendre position. Arrêtons-nous ce soir sur les relations entre la France et l'Algérie. Une longue histoire que nous raconte Olivier Peggy. C'était le 27 février dernier à Paris. Le porte-parole du gouvernement français était interrogé sur la perspective d'une 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika. C'est au peuple algérien et à lui seul qu'il revient de choisir ses dirigeants, de décider de son avenir, et cela dans la paix et la sécurité. Vous le savez, c'est un pays ami, c'est un partenaire important auquel nous rattachent des liens d'une exceptionnelle densité, qui sont le fruit de l'histoire. Une histoire marquée par plus d'un siècle de colonisation, puis la guerre d'indépendance à partir de 1954. Un conflit violent qui aura fait près de 300 000 morts et laissé de nombreuses séquelles de part et d'autre de la Méditerranée. 8 ans de guerre qui s'achèvent en 1962 par les accords d'Évian, puis l'indépendance de l'Algérie. Cette page d'histoire douloureuse hantera longtemps les relations entre Paris et Alger. Il faudra attendre 1999 pour que la France reconnaisse qu'il y a bien eu une guerre en Algérie et non pas seulement des événements. Jacques Chirac est alors président français et Abdelaziz Bouteflika vient d'être élu à la tête de l'Algérie. L'heure est aux visites d'État. À Paris et à Alger, on vante un partenariat d'exception. Mais le poids de l'histoire revient plomber les relations franco-algériennes. En cause, la loi qui en 2005 reconnaît le rôle positif de la colonisation. Une loi modifiée un an plus tard, reste que cela assombrit les relations de part et d'autre de la Méditerranée. Décrispation avec l'arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012. 2 visites à Alger en moins de 3 ans pour le président français. Objectif pour les autorités françaises, relancer les échanges économiques avec un partenaire essentiel et conforter un allié stratégique dans une région instable. Et quand, en 2013, Abdelaziz Bouteflika est victime d'un accident vasculaire cérébral, c'est à l'hôpital militaire parisien du Val-de-Grâce qu'il est transféré. Depuis, les relations franco-algériennes se poursuivent, presque comme si de rien n'était, sauf que c'est le Premier ministre algérien qui pose pour les photos aux côtés des dirigeants français. Emmanuel Macron souhaitait poursuivre la normalisation des relations engagées par son prédécesseur. Aujourd'hui, il suit de près ce qui se déroule à Alger. Exercice périlleux, résumé par un spécialiste. Si la France dit quelque chose sur l'Algérie, cela lui sera reproché. Si elle ne dit rien, cela lui sera aussi reproché. En Grèce, la mobilisation des habitants d'Athènes. Ils veulent empêcher les trop hautes constructions qui bouchent la vue sur l'Acropole et font baisser le prix des habitations. Il faut sauver la vue sur l'Acropole. Un reportage signé Ioannis Karayorgas avec Laurence Alexandrovitch. Dans l'Antiquité, l'Acropole était la fortification naturelle d'Athènes. Aujourd'hui, elle est à l'inverse défendue par ses habitants. Une pétition est en ligne pour empêcher la construction d'immeubles hauts comme cet hôtel, des hôtels érigés pour répondre au boom touristique. Le rocher sacré de l'Acropole est un site primordial du patrimoine mondial. C'est aussi la principale raison du développement des locations d'appartements via Airbnb et de l'activité immobilière dans le secteur. Selon les détracteurs, la construction de grande envergure détruit la vue sur le Parthénon, mais aussi la valeur des maisons qui ont vue sur le Parthénon. Selon cet agent immobilier, 90% des appartements avec vue sur le Parthénon sont loués désormais en Airbnb. Un appartement avec vue sur l'Acropole a un prix beaucoup plus élevé qu'un autre situé au 2e ou au 3e étage sans vue. Si un logement perd la vue, il perd aussi 30 à 40% de sa valeur. La zone est très demandée, il n'existe pratiquement aucune parcelle de terrain. Et les parcelles autorisées à construire de grands bâtiments sont très difficiles à trouver et les hommes d'affaires les exploitent. Critiqué pour sa gestion des permis de construire, le gouvernement a suspendu pour 1 an les licences pour les bâtiments de plus de 17,50 m.
Les investisseurs vont s'adapter à l'aménagement du territoire que nous imposons pour des raisons évidentes. Nous ne pouvons pas encercler l'acropole avec de grands immeubles. Nous avons également l'intention d'étudier cette zone afin de créer un décret spécial. Du ciel, l'acropole est encore visible et c'est tant mieux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Euronews. Très belle soirée à tous et à bientôt.